Que ce fut long, très long. Mais ça y est, nous y sommes enfin. Un avenant de l'ACI-DMSP a été signé par un nombre suffisant de syndicats monocatégoriels. L'enveloppe de l'ACI verra ainsi son volume augmenter dès janvier 2023. Pour avoir un ordre d'idée, les MSP pourront recevoir jusqu'à 25% de fonds supplémentaires. Alors revenons ensemble sur les principales évolutions que contient l'avenant 1 de l'ACI, qui reprend notamment des propositions concrètes d'Avec Santé. Une nouvelle répartition des points. Plusieurs priorités d'Avec Santé ont été prises en compte en ce qui concerne notamment la fonction de coordination et le travail en équipe en fonction de la taille de la patientèle. Les usagers, selon les outils ou actions mis en place, leur permettant un niveau d'implication plus ou moins important. La démarche qualité selon 3 niveaux, allant du diagnostic de maturité à la production de résultats et de conclusions. L'avenant contient également une nouveauté puisque l'inclusion dans l'équipe des pratiques avancées est désormais valorisée. Si la progression du nombre de points est à saluer, certaines missions restent insuffisamment valorisées, comme la mise en œuvre des protocoles, la participation des usagers ou l'incitation à la qualité. Par ailleurs, une vigilance s'impose concernant les critères d'implication des MSP dans les soins non programmés. Il reste donc encore beaucoup à faire au regard de la dynamique et des besoins des MSP et de leurs usagers. La signature d'un avenant de la CIMSP est une étape, mais nous sommes encore loin d'un investissement à la hauteur. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité de cet avenant auprès d'Avec Santé et de ses 15 fédérations régionales qui restent là pour vous accompagner. Et merci pour cette petite vidéo de 2 minutes de rappel. Et donc, comme on a pris déjà 2 à 3 minutes de retard, on va enchaîner tout de suite avec le premier point de présentation, les soins non programmés et les changements introduits par l'avenant 1. Et c'est Jennifer qui va nous présenter ça. Je vais donc lui céder la main et couper mon micro. Merci, c'est à toi, Jennifer. Merci Sylvain, bonjour à tous. Alors, concernant les soins non programmés, entendus comme ceux devant répondre à une urgence ressentie, mais ne relevant pas médicalement de l'urgence et ainsi ne nécessitant pas une prise en charge par les services hospitaliers d'accueil des urgences, dans l'ACI originaire, donc du 24 juillet 2017, les soins non programmés sont un indicateur socle prérequis de l'accès aux soins. Le contenu de l'indicateur prévoit expressément que les professionnels de santé de la structure s'organisent pour recevoir chaque jour ouvré les patients ayant besoin de soins non programmés et précise la disponibilité des différents professionnels de santé de la structure pour une régulation des demandes, donc une régulation physique ou téléphonique, et la possibilité de consultation dans la journée par des plages horaires dédiées pour chaque professionnel, des journées dédiées ou des plages horaires assurées à tour de rôle par chacun des médecins de la structure. À la lecture de l'accord, la programmation des plages de soins non programmés apparaît donc comme obligatoire. Cet engagement fait d'ailleurs l'objet d'une charte, annexe 4 de l'accord conventionnel, devant être affichée dans les locaux de la MSP et dont l'axe 3 prévoit pour le patient d'être reçu sans rendez-vous en cas de nécessité. Avec l'avenant 1 de la CIMSP, il est prévu une valorisation financière complémentaire si les SNP s'articulent avec le SAS. Autrement dit, l'avenant 1 ne modifie pas les critères de l'indicateur socle, mais ajoute un indicateur optionnel relatif à l'articulation avec le SAS. La valorisation de cet indicateur sera fonction du nombre de médecins associés participant au SAS. 200 points si tous les médecins y participent, 100 points si seulement la moitié y participe.
Le SAS est issu du pacte de refondation des urgences de septembre 2019 et il a été réaffirmé à l'heure du Ségur de la santé. C'est la traduction de la garantie d'un accès aux soins partout et à toute heure pour les patients. Il est fondé sur un partenariat étroit et équilibré entre les médecins de ville et les professionnels de l'urgence hospitalière. Il est donc conçu par territoire et il vise à créer un guichet unique d'accès aux soins urgents ou non programmés. Concrètement, l'appel arrive au centre 15 et il est ensuite dirigé par les 3 entités qui apparaissent à l'écran. L'urgence absolue, qui est celle de l'AMU, la partie non programmée, qui fait partie donc, de la partie donc, de la médecine de ville, hein, en articulation avec le SAS, et dans une autre temporalité, c'est-à-dire quelques jours à quelques semaines plus tard, la partie du médico-social. En premier lieu, l'ARM, c'est-à-dire l'assistant de régulation médicale, décroche et va diriger l'appel vers l'AMU qui déclenche le SAMU, les ambulances ou les pompiers. Cette partie-là est donc le cœur de métier des centres 15. Si l'ARM évalue qu'il ne s'agit pas d'une urgence vitale, elle dirige ensuite l'appel vers la deuxième partie, c'est-à-dire les soins non programmés. La demande de soins non programmés est traitée en 4 étapes. Donc là, c'est le diaporama suivant. Merci. L'OSNP, c'est-à-dire l'opérateur de soins non programmés, qui travaille côte à côte avec le médecin régulateur, va vérifier auprès du patient que celui-ci n'a pas réussi à joindre son médecin traitant. L'OSNP peut s'en tenir bien sûr à cette étape à un simple conseil téléphonique ou à l'envoi d'une prescription selon l'analyse de la situation. Si le médecin traitant est indisponible et si l'OSNP juge que le patient doit voir un médecin dans les 48 heures, à ce moment-là, l'opérateur va consulter les créneaux libres rendus publics par les médecins qui ont déclaré souhaiter participer au SAS ou les créneaux rendus accessibles aux régulateurs au moyen de la plateforme nationale. Si aucun rendez-vous n'est disponible sur la plateforme, l'OSNP va alors contacter la CPTS ou les médecins qui se sont déclarés volontaires pour participer au SAS afin de leur demander s'ils peuvent prendre des patients en plus de ceux de leur agenda dans les 48 heures. Et ce n'est qu'en dernière intention, si aucun médecin ne peut accueillir le patient, qu'un rendez-vous en téléconsultation pourra être recherché. Donc ça, c'est vraiment pour la partie en lien avec l'avenant 1. Maintenant, il existe aussi plusieurs incitations financières individuelles proposées par l'avenant 9 de la Convention médicale de 2016 qui fait évoluer le forfait structure. Cette valorisation financière, elle peut se faire en 3 temps, les 3 temps qui correspondent en fait aux 3 volets du SAS, la régulation, la participation des médecins volontaires et l'effection, c'est-à-dire la réponse effective à la demande de soins non programmés. S'agissant de la régulation, il est prévu une rémunération de 90 € par heure avec la prise en charge des cotisations comme pour les honoraires opposables. Pour la participation, c'est-à-dire la déclaration qui est faite par un médecin de s'inscrire au SAS, elle sera rémunérée à hauteur de 1 400 € par an, ce qui correspond à une majoration de 200 points de l'indicateur du forfait structure, participation à un dispositif de prise en charge des soins non programmés. Pour bénéficier de ces 200 points au travers du forfait structure, le médecin volontaire doit remplir 2 conditions. La première, avoir un agenda ouvert au public permettant la réservation des rendez-vous en ligne ou, s'il ne le souhaite pas, partager son agenda avec l'OSNP avec un minimum de 2 heures par semaine. La deuxième condition est d'être inscrit dans le dispositif du SAS ou de faire partie d'une CPTS qui y participe. Concrètement, cela veut dire que le médecin qui va accepter, s'il n'a pas de plage horaire disponible dans son agenda et visible par le régulateur, de pouvoir être contacté pour prendre des patients supplémentaires de ceux qu'il avait prévus. Évidemment, dans ce cas, si le médecin accepte de prendre ces patients supplémentaires, il est prévu une valorisation supplémentaire de l'effection pouvant aller jusqu'à 2 520 € par an.
Cette valorisation se fait à nouveau au moyen du forfait structure, sur une base forfaitaire, au travers de la création d'un nouvel indicateur. Cette valorisation intervient par palier en fonction du nombre de patients supplémentaires pris en charge. Entre 5 et 15 patients supplémentaires, c'est l'équivalent d'une rémunération supplémentaire de 10 points. Et si on prend la tranche extrême, à savoir plus de 45 patients supplémentaires sur le trimestre, c'est 90 points de valorisation. Concrètement, cela correspond à une majoration de la consultation de 13 à 14 € supplémentaires par patient dans le cadre de ces soins non programmés. Voilà pour la partie soins non programmés, en sachant aussi que dans le replay, vous retrouverez aussi l'articulation de ces soins non programmés avec les CPTS. Sylvain, j'enchaîne. On va laisser, on va prendre 1 à 2 questions sur ce thème-là, hein. Donc, vous l'avez bien compris, c'est un critère qui vient s'ajouter à l'ACI initiale et donc qui n'est pas obligatoire, mais sur la base du volontariat pour avoir des points en plus. Alors, on a une question. Bonjour, comment on s'inscrit au SAS? Et deuxième question, est-ce que cette valorisation est individualisée sur le médecin? Alors, pour ce qui est vous avez la partie inscription de la maison de santé dans l'ACI avenant 1, où là, on est sur l'ACI globale pour toute la maison de santé, avec une participation soit de tous les médecins de la maison de santé ou de 50% au moins des médecins de la maison de santé pour avoir les points supplémentaires dans votre forfait ACI. Donc ça, c'est global et vous utilisez l'argent versé à la CISA comme bon vous semble. Et après, en effet, le détail là qui est affiché à votre écran, des 3 volets régulation, participation, effection, c'est un financement individuel pour le médecin dans le cadre du forfait structure. Pour bénéficier de ce financement, c'est comme quand vous remplissez vos ROSP, si vous êtes médecin, vous allez déclarer, mais je pense que l'assurance maladie aura déjà connaissance de manière antérieure sur le nombre de soins non programmés que vous avez effectués pendant le trimestre, et ça déclenchera forcément les points supplémentaires de votre forfait structure qui s'affichent à votre écran. Alors, pour s'inscrire au SAS, c'est une inscription sur la plateforme nationale du SAS. Après, on n'a pas forcément les détails des modalités techniques, mais je suppose qu'il y aura un lien d'inscription et vous pourrez donc aller vous inscrire sur cette plateforme nationale. Concernant la question du docteur Isard, à savoir, est-ce que l'organisation actuelle des soins non programmés à l'échelle d'une MSP permet déjà donc de bénéficier du volet 2, enfin de répondre au volet 2 du forfait structure? La réponse est non, puisque pour bénéficier donc de ce forfait structure, il y a 2 conditions cumulatives à remplir: faire partie d'un exercice, d'une structure d'exercice coordonné, donc MSP ou CPTS. Et la deuxième condition, c'est d'être inscrit dans le dispositif du SAS ou alors de faire partie d'une CPTS qui en fait partie et qui fera donc l'intermédiaire avec les médecins du territoire. On va pouvoir… alors, il y a d'autres questions dans le chat, mais on va passer au point suivant. Mais je garde vos questions sous le coude et si on a du temps à la fin, on y reviendra. Mais on va passer au point suivant qui est encore présenté par Jennifer. Alors, en reconnaissance de la mobilisation sans faille et déterminante des structures d'exercice coordonné pluriprofessionnelles au cours de la pandémie, les partenaires conventionnels ont convenu d'ajouter un nouvel indicateur socle prérequis dédié à la réponse aux crises sanitaires graves, c'est-à-dire les crises qui sont caractérisées par l'État. Cette réponse est envisagée en 2 temps.
Tout d'abord, il est demandé à la CISA de rédiger un plan de préparation à la réponse de crise sanitaire en articulation, le cas échéant, avec la CPTS du territoire. Ce plan sera valorisé à hauteur de 100 points fixes. Ensuite, l'avenant 1 de l'ACI MSP valorise à hauteur de 350 points variables, c'est-à-dire en fonction de la patientèle de la MSP, toute action pouvant répondre aux besoins en soins des patients, c'est-à-dire les actions qui sont prises en faveur de la prise en charge spécifique des patients atteints par la crise sanitaire, mais aussi les actions organisationnelles mises en œuvre par la structure pour décliner le plan de préparation précédemment rédigé. Donc, s'il vous voulez bien, maintenant, je cède la parole à Madame Nadège Sturm afin que celle-ci puisse nous faire un retour d'expérience sur la gestion de la crise sanitaire Covid-19. Donc, Madame Sturm est infirmière libérale à la MSP du Parc à Amiens et vice-trésorière de la CPTS du Grand Amiens. Madame Sturm, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Donc, en fait, la MSP a été en construction en 2020, puisqu'avec le Covid, les travaux ont pris du retard. Donc, on était un petit peu éclatés chacun sur nos sites. On a quand même réussi à travailler un petit peu en osmose et à s'arranger pour mettre en place des dépistages, pour les PCR notamment, et après les antigéniques. Il y a eu la deuxième phase de la crise sanitaire qui a été la vaccination, où on a mis des plages horaires disponibles sur Doctolib tous les jours. On tournait sur tous les professionnels de santé de la MSP et les médecins et les infirmières afin de couvrir quasiment toutes les journées et toutes les plages horaires de la semaine. Alors, l'avenant, l'ACI qui va être mis en place après signature, je le trouve quand même intéressant parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, on est parti sans rien. Concrètement, je pense qu'il y a plein de MSP qui ont lancé des choses et qui n'avaient pas les fonds nécessaires. Là, on aura quand même un fonds de démarrage et des plans de préparer qui nous permettront de mieux rebondir en cas de nouvelle crise sanitaire. Après, je parle aussi des CPTS, puisque je suis trésorière adjointe de la CPTS Grand Amiens, qui est une taille 4, qui est une grosse CPTS. J'ai vu qu'il y avait d'autres CPTS dans les webinaires, présentes, et je pense que c'est très important d'apprendre à travailler en pluri-MSP et en lien avec les CPTS, puisque la CPTS a également l'avenant 2 qui va arriver au mois de septembre avec une nouvelle mission qui est aussi la crise sanitaire et dans laquelle on doit établir 5 protocoles en fonction de 5 différentes crises, 5 typologies de crises, ce qui va demander beaucoup de travail, mais qui va pouvoir permettre de prémâcher un petit peu pour les MSP qui seraient en demande et qui pourraient se baser aussi sur les expériences des CPTS qui ont mis beaucoup de choses en place dans cette crise. Donc voilà, après, c'est intéressant. Je pense que c'est bien de l'inclure et d'apprendre de l'expérience de ces 2 dernières années qui ont mis beaucoup de professionnels de santé à mal et qui en ont laissé beaucoup dans la solitude. Là, ça nous permettra de travailler un peu plus en équipe et de se soutenir un peu plus. Merci, Madame Sturm, pour votre avis. Est-ce que vous avez des questions dans le chat à adresser à Nadège? Son témoignage est le bienvenu. Il sera complété, vous voyez, par la vidéo qui est disponible et qui est cliquable dans la présentation qui vous sera envoyée et qui dure à peu près 6 minutes 35. Voilà, on ne la passera pas là tout de suite, même si elle est en train de se déclencher, mais il suffit de cliquer dans la présentation pour voir le témoignage en totalité de Madame Sturm qui a, voilà, avec son équipe et sa CPTS, où ils ont trouvé une organisation, ils ont quasiment anticipé face aux événements sanitaires ce qui est aujourd'hui offert par l'avenant 1 de l'ACI. Voilà. Voilà, on a bien conscience que c'est peut-être pas voilà, une valorisation suffisante par rapport au travail qui a été fait par les équipes.
Mais bon, c'est déjà mieux que rien et ça incite à l'organisation, quoi. Alors après, on sait qu'il y a des situations parfois dans certains lieux où les organisations n'ont pas été valorisées, où les demandes auprès des institutions n'ont pas forcément trouvé une réponse adéquate par rapport aux organisations des maisons de santé. Là, la réponse avec l'ACI donne une réponse globale, une valorisation pour l'organisation des équipes. Oui, c'est vrai que l'ARS des Hauts-de-France a été très, très efficace et surtout financièrement avec des CPOM dans la région. Ça n'a pas été le cas dans toutes les régions, hein. Donc, on peut les remercier quand même pour ça. Les protocoles mis en place, alors oui, ce sont des plans de préparation qu'on va mettre en place qui permettraient d'avoir une base de démarrage en cas de crise. Alors, c'est compliqué, on ne connaît jamais la nature des crises. C'est pour ça qu'il ne faudra pas hésiter à s'appuyer sur vos CPTS, hein, puisque elles vont vraiment détailler les 5 typologies de crises qui pourraient avoir lieu, hein. Ça va de la prise en charge au niveau de patients victimes d'attentats, à une nouvelle crise sanitaire, à l'arrivée des réfugiés ukrainiens. Enfin, ça va permettre d'avoir des bases, sachant que les ACI pour les CPTS sont plus conséquentes. Donc, il y a également possibilité au MSP de s'intégrer dans les commissions, puisqu'on va mettre en place des commissions dans chaque CPTS pour créer ces protocoles. Donc, voilà, les MSP sont toujours les bienvenus. Ça leur permet aussi après de récupérer les informations pour leur propre MSP et ACI, pour déclencher leurs ACI. Alors, je ne vois plus d'autres questions. On va passer donc au point suivant. Il y a une question d'Émilie Bargaud qui nous dit « Il est parlé d'une articulation avec les CPTS pour la rédaction de ces plans. S'ils sont faits par les CPTS, pourquoi alors les refaire dans les maisons de santé? Ceux des CPTS seront-ils valorisables par les MSP ou devra-t-il être fait un plan spécifique par MSP ?» Là, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de doublon dans les financements, hein, c'est-à-dire que ça, c'est déjà quelque chose pour lequel les caisses se sont déjà positionnées très clairement, c'est-à-dire qu'il y aura une vigilance très certainement sur le fait de ne pas financer 2 fois la même chose. Et donc, si une MSP fait partie d'une CPTS, elle ne pourra pas donc déposer dans le cadre de son rapport d'activité ACI le protocole qui a été donc travaillé à l'échelle de la CPTS. Pour autant, il est possible, comme c'est déjà le cas actuellement, notamment avec la boîte à outils de la fédération, de décliner une organisation qui a été réfléchie à l'échelle d'une CPTS, donc avec une dimension populationnelle et de territoire, à l'échelle d'une patientèle, donc pour une MSP. Voilà, donc la logique pourra être la même, mais par contre, bien sûr qu'il y aura des adaptations à faire pour qu'il n'y ait pas de double financement. Et puis, ce que peut mettre en place les CPTS ne peuvent pas forcément être mis en place par des petites structures. Après, il faut se baser sur des choses mises en place par les CPTS, mais il faut les arranger un petit peu en fonction de votre taille et des besoins de votre population et de vos usagers. Puisque je pense qu'en fonction du lieu de localisation de la MSP, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes en côté rural, c'est complètement différent de la ville, enfin d'une MSP en ville. Donc après, c'est toujours à adapter. Maintenant, c'est bien de prendre des idées quand on ne sait pas forcément où partir. C'est surtout ça. C'est bien de partir sur une base et puis de l'adapter à sa propre maison de santé. Voilà, et donc je vois qu'il y a une autre question. Alors là, ça doit faire référence au SAS par rapport donc au lien d'inscription. Donc là, pareil, hein, on mettra donc avec le replay du webinaire d'aujourd'hui tous les détails nécessaires, notamment pour vous faciliter ensuite l'inscription dans la démarche, si tant est que le lien existe déjà. Oui, une question. Donc, si on a un protocole centre Covid et vaccination Covid, on répond à l'indicateur.
Alors, je pense qu'en les adaptant et en les développant et en faisant un plan global, donc en se contentant pas d'un protocole, mais en développant, je pense qu'on répond sur les 2 volets de l'indicateur. Et la mise en place d'un centre de vaccination Covid est une réponse, donc une mise en place, une démarche pour répondre à une crise sanitaire identifiée par l'ARS. Donc, pour moi, cette réponse, et ça n'engage que moi, cette réponse, je dirais oui pour cette question-là. On passe au point suivant. Encore moi. Infirmier en pratique avancée, bah, c'est encore Jennifer qui s'y colle. Mais là, on a un témoignage. Donc, tu veux commencer ou on commence avec le témoignage de François? Si tu veux bien, je vais expliquer la partie théorique. Et puis, on laissera donc l'interview de M. François Duponchel, qui est infirmier en pratique avancée à la MSP de Landa et à la CPTS Pével du Douaisis et président de l'association régionale des IPA, pour faire vraiment un retour d'expérience sur la pratique avancée libérale et sur aussi ses impressions suite à cet avenant, pour voir si le modèle économique, selon lui, est désormais un peu plus viable ou non. Voilà, donc je vais d'abord présenter voilà, les nouveautés de l'avenant 1 en lien avec la pratique avancée. Donc, né de la loi de modernisation du système de santé, donc de 2016, la nouvelle profession d'infirmier de pratique avancée vient améliorer l'accès aux soins et les parcours des patients dans un contexte où la démographie médicale est en baisse et où les maladies chroniques sont de plus en plus nombreuses. Leur rôle n'est pas d'effectuer les actes dispensés par les infirmières libérales, mais de se consacrer au suivi des malades chroniques, et cela uniquement dans le cadre d'une équipe de soins coordonnée par un médecin. Pour ce faire, les infirmiers en pratique avancée disposent de compétences élargies à l'interface de l'exercice infirmier et de l'exercice médical. Ils peuvent suivre, avec leur accord, des patients confiés par un médecin de l'équipe de soins au sein de laquelle ils exercent, sur la base d'un protocole d'organisation établi pour préciser les modalités de leur travail en commun. Dès lors, les infirmiers en pratique avancée ont la responsabilité du suivi régulier des patients pour leur pathologie et peuvent, pour ce faire, réaliser des actes d'orientation, donc vers des spécialistes par exemple, d'éducation, de prévention ou de dépistage, des actes d'évaluation et de conclusion clinique. Ils peuvent par exemple interpréter des résultats d'examen, mais si ces derniers nécessitent un diagnostic ou une prescription, les IPA s'adresseront alors forcément à un médecin. Des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique, tels que des électrocardiogrammes ou encore de la spirométrie. Des prescriptions de produits de santé non soumis à la prescription médicale obligatoire. Des prescriptions d'examens complémentaires, bilan sanguin, urinaire et radiologique. Des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales, médicaments, soins infirmiers, dispositifs médicaux. Les partenaires conventionnels ont souhaité favoriser l'intégration des IPA dans les maisons de santé, et ce par plusieurs valorisations financières. Ainsi, dès lors que la MSP intègre un IPA libéral ou salarié, 200 points fixes sont accordés pour la réalisation de 2 missions de santé publique, 40 points fixes par protocole et 200 points variables pour les RCP. Par ailleurs, l'avenant 1 à CIMSP prévoit également un dispositif d'aide au démarrage de l'activité salariée. Donc là, c'est le diaporama, merci, qui reproduit strictement celui qui s'applique aujourd'hui aux IPA libéraux. C'est-à-dire que l'IPA salarié qui exerce une activité exclusive en pratique avancée peut faire bénéficier la MSP qui l'embauche d'une aide complémentaire de 27 000 € pour un ETP, donc un équivalent temps plein, l'aide étant modulable en fonction du nombre de TP pour un minimum toutefois de 0,5 ETP. Cette aide est versée sur 2 ans non renouvelables. Au titre de la première année, 17 000 € seront versés à la MSP si celle-ci justifie de l'emploi d'un ETP IPA ayant assuré dans l'année
le suivi d'au moins 50 patients. Au titre de la deuxième année, 10 000 € si la MSP justifie avoir salarié un ETP-IPA ayant assuré le suivi d'au minimum 150 patients. Le versement de cette aide n'est plus dû dès lors que l'IPA assure le suivi d'au moins 300 patients par équivalent temps plein. Pour faciliter le démarrage de l'activité, un dispositif d'avance est prévu dans l'avenant. Donc là, c'est… Merci, Mélissa. Donc, l'assurance maladie peut récupérer les sommes indûment versées. En totalité, si le seuil de 50 patients par ETP-IPA n'est pas atteint au cours de la première année d'exercice, au prorata, si le seuil de 150 patients par ETP-IPA n'est pas atteint au titre de la deuxième année, et le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir sur l'année, au titre de laquelle l'aide est versée, en cas d'atteinte du plafond de 300 patients par ETP-IPA. Le montant total de l'aide, les seuils et les plafonds des patients suivis en pratique avancée sont proratisés en fonction du nombre de TP salariés dans la structure, donc pour un minimum, je le rappelle, de 0,5 ETP. Donc ça, c'est pour la partie théorique. Alors, je vois qu'il y a des questions, notamment par rapport au dispositif Azalée. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très différent, puisque comme je vous l'explique, hein, l'infirmier en pratique avancée, c'est vraiment un nouveau métier entre l'infirmier libéral et le médecin. Le dispositif Azalée, lui, rentre dans le cadre d'un protocole de coopération, donc c'est de la délégation d'actes. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, peut-être aussi, pour que ce soit plus concret, justement, on va peut-être maintenant pouvoir passer à l'interview de M. François Duponchel, comme je vous le disais au début de la présentation, qui est donc IPA libéral au sein de la maison de santé de Landa et au sein de la CPTS Pével du Douaisis, et qui est également président de l'association régionale des IPA. François Duponchel, je suis infirmier en pratique avancée, mention PCS, pathologie chronique stabilisée, prévention et polypathologie courante en soins primaires. J'exerce sur Landa au sein d'une maison de santé et d'une CPTS en exercice libéral exclusif. L'installation des IPA sur nos territoires reste compliqué pour différentes questions. La question principale étant quand même le modèle économique. Hein. Aujourd'hui, dans la convention avec la CNAM, on a 183 € à peu près brut par an et par patient, cadencé au trimestre, c'est-à-dire qu'on peut facturer le patient qu'une fois par trimestre, et ce, que vous le voyez une fois ou 10 fois dans le trimestre. Donc le modèle économique aujourd'hui en libéral est difficilement viable, pour ne pas dire pas viable. Alors il faudra qu'il évolue dans les mois à venir. En tout cas, je peux souligner ici sur notre région l'aide qu'apporte la CPM de l'île Douai, puisque je suis l'un des premiers, si ce n'est le premier IPA sur ce secteur. Et la CPM de l'île Douai m'aide et m'accompagne dans ma démarche d'installation, et on avance ensemble pour régler les problèmes qui se présentent au fur et à mesure, problèmes qui sont d'ordre économique, certes, mais aussi d'ordre logistique, hein, puisque la plupart des logiciels métiers ne nous ont pas intégrés, et aussi, malheureusement, les professionnels de santé qui, par le biais de leurs différents corpus de représentation, n'ont pas ou peu connaissance de la pratique avancée, et il n'est pas rare d'avoir des ordonnances de rejeter, par exemple, que ce soit des ordonnances de pharmacie ou de biologie.
On peut se féliciter des améliorations proposées dans le cadre de l'avenant numéro 1 qui valorise la pratique avancée de mesure, la mesure des points dans le cadre des missions de santé publique ou des protocoles ou des RCP. Donc, c'est une reconnaissance de notre pratique, de notre exercice, et c'est quelque chose qui va faciliter notre intégration. Ceci étant, le nombre de points alloués reste en deçà de ce qu'il peut faire et de la représentation des missions de santé publique et de coordination dont l'IPA peut avoir la responsabilité ou la charge. L'autre point d'intérêt, c'est cette aide à l'installation. Si les MSP salarient des IPA, alors c'est, je dirais, ni plus ni moins que le glissement de quelque chose qui existait déjà pour les IPAL et on glisse pour les IPA salariés. Il aurait peut-être été plus opportun, plus intéressant d'avoir deux modèles économiques différents, ou en tout cas deux enveloppes différentes, plutôt que peut-être avoir un peu le sentiment d'un copier-coller du libéral vers un salariat d'IPA en maison de santé. Ceci étant, 27 000 € en aide de subvention, c'est quand même assez peu du modèle économique dont pourrait bénéficier un IPA dans le cadre de ses compétences et des responsabilités qui sont les siennes, car il ne faut pas oublier que l'IPA, on exerce dans le cadre de nos responsabilités pénalement et civilement. Nous sommes pleinement responsables de ce que l'on fait ou de ce que l'on ne ferait pas pour nos patients. Et cette responsabilité doit aussi pouvoir être valorisée et reconnue d'un point de vue financier. Donc, je ne suis pas persuadé que ce soit quelque chose qui soit un élément moteur de l'intégration des IPA dans les maisons de santé en modèle salariat. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est de faciliter les échanges, la communication, afin d'éviter la rupture au maximum des parcours de soins de nos patients. Et ça, c'est vraiment une des missions fondamentales de l'IPA parmi les 6 missions que revêt cette profession. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Est-ce que vous avez des réactions par rapport au témoignage, au retour d'expérience de François Duponchel sur son quotidien d'IPA, ses difficultés et aussi le sens de sa qualification d'infirmière de pratique avancée? On a bien compris que bon, il y a la principale difficulté, elle est d'ordre économique et il y a encore des améliorations à apporter à ce niveau-là pour que le statut d'IPA à temps plein puisse être viable dans le suivi des patients. Ça, c'est une certitude. Bon, l'avenant 1 de l'ACI des MSP apporte des solutions, une valorisation complémentaire qui est quand même la bienvenue et signe d'une évolution dans le bon sens qui va avec alors oui, il y a 2 années d'études non rémunérées, c'est compliqué. Les 27 000 € décrits par François Duponchel, certains compensés, mais c'est en effet insuffisant. On ne peut que faire le constat des difficultés économiques que la qualification d'IPA apporte et les solutions. Mais bon, comme le dit Séverine dans le chat, il faut y croire, il faut continuer d'avancer. C'est aussi un modèle intéressant dans le suivi des patients chroniques stabilisés. Et les avancées qui sont faites dans le cadre de l'avenant 1 de l'ACI sont aussi malgré tout une bonne chose, même s'il reste des difficultés, des marges de progression assez conséquentes, notamment au niveau économique. Et puis évidemment, il n'y a pas que le suivi des pathologies chroniques, il y a aussi une aide pour l'accès aux soins. Merci aussi, Séverine. Tu aurais pu témoigner si tu le souhaitais aussi, pour compléter un petit peu les dires de François. Alors oui, bonjour Sylvain, oui. Donc je ne suis pas, j'ai passé mon entretien mardi pour rentrer en école, enfin la fac d'IPA à Amiens. J'aurai mes résultats vendredi.
Donc, son témoignage était intéressant parce qu'effectivement, en libéral, c'est 2 ans d'études. Donc, je me dis que d'ici 2 ans, ça aurait évolué. Mais en fait, c'est pas viable à l'heure actuelle encore, malheureusement. C'est les témoignages qu'on trouve dans le chat que c'est pas viable. Mais est-ce que tu es démotivé pour autant? Non. En plus, tu me connais un petit peu, donc je suis toujours motivée pour tout. Non, je ne suis pas démotivée parce qu'en plus, moi, je viens d'un secteur où vraiment on va vers un vrai désert médical. Et je pense que c'est une vraie solution pour garder l'accès aux soins et peut-être faire venir des nouveaux médecins dans notre région. D'accord, en tout cas, garde ta motivation et puis s'il y a besoin de soutien de la Fédé, on sera là pour t'aider. Et puis, je pense que François aussi sera motivé pour t'apporter son expérience et les solutions. J'ai pris ses coordonnées d'ailleurs. Et je t'ai envoyé un mail hier. J'ai bien vu, c'est vrai. Mais écoute, on en reparlera dans un autre lieu parce que Bien sûr. on a beaucoup de spectateurs et donc oui. on va continuer enchaîner. En effet, il y a beaucoup, il y a beaucoup de difficultés d'arrêt d'activité d'IPA libéral parce que le modèle économique est clairement insuffisant, non viable. Alors, on est là pour parler de l'avenant ACI, d'accord. Les évolutions qui sont faites dans l'avenant 1 permettent une revalorisation et les équipes peuvent venir un petit peu compléter les rémunérations avec cet avenant 1, mais on a bien conscience que c'est insuffisant et voilà, on est enregistré et s'il y a des institutionnels qui regardent ce webinaire ou qui regarderont le replay, je pense que le message est passé, que le modèle économique pêche un petit peu pour les IPA, un petit peu, beaucoup même. On va enchaîner parce que le programme est chargé, il y a aussi d'autres nouveautés et là on va aborder la démarche qualité avec Bertie qui va prendre la place de Jennifer pour intervenir. Oui, donc voilà, bonjour à tous. Moi, je suis en charge de vous présenter la démarche qualité. Donc, c'est un article qui a été ajouté à l'article des indicateurs relatifs au travail en équipe et à la coordination. Donc, c'est un critère optionnel. Vous avez le choix ou pas d'y répondre. Il est réparti sur 3 niveaux, donc avec un total de points variables, donc 600 points, donc on va y revenir après, et qui se base sur l'auto-évaluation. On peut passer à la diapo suivante. Alors, le diagnostic de la maturité, c'est le tout premier niveau. Vous avez 100 points pour la réussite de ce critère. Donc, on commence par nommer un référent, donc soit sur la base du volontariat ou si on l'envoie en formation à la FEMASO de France, puisque nous avons une formation référent qualité, donc une session qui sera ouverte en fin d'année. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On fera passer un lien d'inscription sous peu. Donc, après, on viendra identifier une action d'amélioration et déterminer des objectifs, un ou plusieurs objectifs d'amélioration. Donc là, on a une liste de thèmes qui est pour l'instant obligatoire. Donc, vous avez le choix entre tous ces thèmes qui sont présentés là et vous avez aussi des pièces justificatives à fournir. Donc la désignation du référent, c'est juste décliner son identité, l'état des lieux donc de votre diagnostic de maturité. Donc là on peut commencer à utiliser la matrice de maturité pour ceux qui la connaissent déjà. Donc voilà, et puis on viendra expliquer pourquoi on a choisi une ou plusieurs actions à améliorer et on déterminera du coup son objectif pour le remplacer. Voilà, on peut passer. Donc le niveau 2, c'est la planification et la mise en œuvre de la démarche d'amélioration de la qualité. Donc assez logiquement, on viendra définir les points qu'on veut améliorer et mettre en œuvre un plan d'action. Donc en pièce justificative, on aura le plan d'action, les fiches actions, la planification, les indicateurs avancés et on utilisera différentes méthodes donc qualitative avec le patient traceur qui a déjà été mis en place au niveau des maisons de santé, mais qui devra encore être adapté, les entretiens qualitatifs qui demandent énormément de temps, on en a conscience aussi, des méthodes quantitatives avec l'utilisation de votre SIP
pour extraction de données, donc venir justifier votre plan d'action et tout ce qui en suit. Et normative, donc avec les référentiels HAS qui existent déjà. Voilà. Donc 200 points variables, évidemment. Ensuite, le niveau 3, donc on va venir produire des résultats et des conclusions. Donc on va vérifier si l'objectif a été atteint et si on doit mettre en place un nouveau plan d'action pour rétablir la démarche qualité. Donc on va fournir des données qualitatives, quantitatives avec un bilan et on viendra aussi analyser ce bilan avec une critique qui pourra venir appuyer la démarche. Donc, on révisera le plan si nécessaire. On viendra appuyer avec des données qualitatives et quantitatives. On produira des bilans et voilà. Donc, 300 points variables, évidemment. On peut passer à la diapo suivante. Donc, vous avez différents outils qui pourront être utilisés. Je précise qu'ils sont tous en train d'être adaptés au niveau de la Fédération de la FEMASO de France pour justement venir être un peu amenés tout cuit, tout rôti aux maisons de santé qui seront formées et qui pourront les utiliser assez facilement du coup. Et ce sera un gros gain de temps puisqu'on sait que ce n'est pas facile d'adapter un outil, mais ils existent, ils sont là, il faut juste les adapter. Voilà. Et je vois la question donc, de la MSP de Lavre qui me dit les formations référent qualité effectuées avant l'avenance, on va la... Oui, évidemment, et on vous fera peut-être une session un petit peu rattrapage pour vous fournir les outils qui seront adaptés. De rien, du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si je peux céder la parole à Laurine. Au niveau national, ça, je ne sais pas encore. Moi, je suis actuellement formée en DU qualité, du coup, à Lyon, à l'IFROS, donc sur la qualité. Bon, c'est encore une formation qui est assez hospitalo-centrée, un peu sur le médico-social, mais pas du tout adaptée aux maisons de santé. Et on comprend pourquoi, au vu de cette ACI qui vient seulement de sortir. Donc, on sera assez précurseur, on va dire. Oui, c'est une bonne chose. Je pense déjà qu'il y a pas mal de MSP qui font de la qualité sans le savoir ou qui s'inspirent des démarches qualité que les professionnels ont pu connaître pendant leur formation et lors des stages hospitaliers et qui l'appliquent dans leur maison de santé, ne serait-ce que les RCP avec voilà, l'analyse des cas complexes, c'est une démarche qualité qui est le quotidien en fait des professionnels de santé et des équipes. Donc cette valorisation via l'avenant 1 de la CI des MSP est une bonne chose. Avec les 3 niveaux, c'est pas mal non plus. Ça apporte quelques points. Les questions, si on veut être un peu le poil à gratter de ça, c'est est-ce que le temps investi dans cette démarche qualité et les éléments qu'il faudra fournir pour remplir l'indicateur ne seront pas chronophages par rapport à la valorisation qui va être apportée dans la CI. Je vois que Charles a une question, peut-être qu'il veut nous parler de Formavec, donc je t'invite à discuter. Bonjour à tous, Charles Bouc donc, pour Avec Santé, la fédération nationale. Donc pour le moment, non, on n'a pas de formation mise en place. Alors on n'a rien d'acté, mais on a effectivement quelques thématiques entre guillemets sous le coude, notamment la qualité qui sont à développer. Donc on ne manquera pas de vous communiquer des infos dès que ce sera le cas. Mais voilà, pour répondre à Émilie et Léonore, on en prend bonne note et on y réfléchit déjà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, le référent qualité doit-il être membre de la CISA ou seulement membre de la MSP? C'est une bonne question, Christophe. Je dirais que... Bonjour. Je dirais que s'il est membre de toute façon, c'est du déclaratif, donc vous désignez un membre
référent qualité au sein de votre maison de santé. Donc la maison de santé, la CISA, c'est une structure administrative et je ne pense pas qu'il y aura une demande de la part de l'assurance maladie, mais bon, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, une demande de l'assurance maladie d'aller vérifier que le référent qualité est dans les statuts de la CISA. Si c'est un membre signataire du projet de santé, à mon avis, en effet, ça validera l'indicateur, quoi. On va passer à l'indicateur suivant, les indicateurs optionnels, avec Laurine qui va nous faire la présentation. Je note toutes vos questions et je note vos adresses mail et on vous enverra la présentation interactive que vous avez sous vos yeux. Donc, n'hésitez pas. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis en charge de vous présenter les nouveaux indicateurs optionnels en lien avec le parcours de santé et les protocoles de coopération. Donc, 3 indicateurs tout nouveaux, avec en premier lieu la mise en place d'au moins un des 6 protocoles de coopération, donc 100 points fixes par protocole. Donc, ça peut aller de 700 € à 4 200 € et à ce jour, 6 protocoles existent. Donc, j'y reviendrai. Deuxième indicateur, donc le parcours santé du patient insuffisant cardiaque, donc 700 points maximum, donc 100 points variables, donc en fonction de la patientèle des médecins généralistes, avec la participation des MSP au parcours insuffisant cardiaque afin de contribuer à la réduction du taux de mortalité, du taux d'hospitalisation et l'amélioration de la qualité de vie de la patientèle insuffisant cardiaque. Et dernier indicateur, donc le parcours santé obésité infantile, donc 100 points fixes, soit 700 €, avec la coordination pour les MSP proposant un parcours visant à accompagner les enfants en situation de surpoids ou d'obésité, commune non compliquée ou présentant des facteurs de risque d'obésité. Slide suivante. Donc, concernant les protocoles de coopération, donc, il en existe 6 actuellement au niveau national. Donc, la prise en charge de la cystite, donc simple et aiguë, la prise en charge donc, de l'angine, prise en charge de la varicelle, donc chez l'enfant de 12 mois à 12 ans, la prise en charge de la rhinite allergique, la prise en charge de l'entorse et la prise en charge de la lombalgie aiguë. Donc, pour les 4 premiers protocoles, donc, les professionnels pouvant intervenir sont les médecins généralistes, pharmaciens d'officine et infirmiers libéraux. Pour les 2 derniers, entorse et lombalgie, il s'agit du masseur-kinésithérapeute et du médecin généraliste. Je vais passer à la slide suivante. Donc, comment mettre en œuvre un protocole national de coopération? Donc, tout d'abord, la première étape est vraiment de choisir le protocole et de consulter l'arrêt. Donc, vous trouverez toutes les informations donc, sur le site d'Avec Santé dans l'axe protocole de coopération. Ensuite, c'est de s'engager et respecter les critères de qualité et de sécurité des soins. Donc, informer préalablement le patient, la profession, mettre en évidence la profession du délégué et du délégant, l'acquisition des compétences exigées pour la mise en place du protocole, les actes ou activités dérogatoires uniquement prévus par le protocole, les critères d'inéligibilité pour les patients, les lieux possibles de mise en œuvre, les critères d'alerte qui déclenchent l'intervention du délégant et le suivi des indicateurs d'activité, qualité et sécurité des soins. Également, donc troisième et dernière étape, c'est se déclarer. Donc, vous vous déclarez via le site Démarche simplifiée pour la mise en œuvre du protocole sur la plateforme en ligne, à savoir que le protocole de coopération, donc dès que vous avez donc signifié les délégants, délégués, compétences et que vous avez rempli un accord d'engagement daté signé, une attestation sur l'honneur, vous pouvez mettre en place le protocole de coopération sans attendre la validation de l'ARS. Et quatrième étape, donc il faudra former les délégués donc au protocole de coopération à mettre en place. Slide suivante. Donc, quel financement donc, pour la mise en œuvre de ces protocoles? Donc, l'arrêté du 10 septembre 2020 fixe les règles du financement qui n'est accordé qu'aux maisons de santé ou centres de santé ayant signé l'accord conventionnel interprofessionnel. Donc, la rémunération, elle se fait donc, à la structure, donc via la CISA, et librement répartie entre les professionnels de santé engagés dans le protocole.
plus le financement ACI avec 700 € donc, par protocole réalisé. Donc, la mise en œuvre de ces protocoles par l'équipe de soins autorise la rémunération à hauteur d'un forfait de 25 € par patient inclus dans le protocole. Donc, elle est globale et forfaitaire. Donc, elle comprend le temps de consultation du délégué, l'éventuelle revoyure du médecin généraliste, qui est le délégant, le jour même ou le lendemain, le temps de coordination entre professionnels de santé impliqués, les charges de structure et la formation des délégués. À savoir que les 2 derniers protocoles, donc prise en charge entorse et lombalgie, sont des cas particuliers car il existe 2 consultations. Une première consultation de 25 € concernant l'entorse et une deuxième consultation donc, de suivi de 25 € également, car on inclut également la revoyure éventuelle chez le médecin généraliste, tandis que le protocole de prise en charge sur la lombalgie aiguë, donc 2 consultations sont également réalisées, donc 25 €, consultation initiale, et deuxième consultation qui est la consultation de suivi, qui est de 20 € pour cette fois, car elle n'inclut pas la revoyure chez le médecin généraliste. Donc, tous ces protocoles sont à reporter sur un tableau de reporting. Donc, c'est l'outil affiché. Et donc, c'est envoyé pour suivi à l'ARS et la CEPAM de manière semestrielle. Et donc, ça fait l'objet d'un financement via la CEPAM au niveau de la CISA. Donc, deuxième indicateur optionnel, donc le parcours santé du patient à risque d'insuffisance cardiaque. Donc, pour qui la patientèle insuffisante cardiaque ou à risque d'insuffisance cardiaque. Donc, comment mettre en place des actions visant à orienter ou accompagner ces patients. Donc, en optimisant le diagnostic précoce et la fréquence du suivi médical en ville ou en suivi externe en établissement, via la promotion de l'éducation thérapeutique, soit en optimisant la coordination des acteurs et via la création donc, de conventions partenariales, plus le tableau de reporting qui peut être fait au sein de la maison de santé sur, par exemple, le nombre de patients insuffisants cardiaques ou le nombre de patients à risque d'insuffisance cardiaque et les actions mises en œuvre. Donc, comme exemple d'action, il y a donc concernant la patientèle à risque d'insuffisance cardiaque, pourquoi pas la pratique du sport sur ordonnance avec comme indicateur de suivi le nombre de prescriptions réalisées, la mise en place de séances APA, la mise en place, par exemple, d'un programme ETP. Donc, je sais que dans notre région, il y a le programme ETP Prendre à cœur de l'URPSML et pourquoi pas la mise en place de protocoles pluriprofessionnels. Concernant les patientèles insuffisants cardiaques, vous pouvez orienter vers le dispositif Prado qui existe dans certaines régions, notamment en Île-de-France. Pourquoi pas la réalisation d'un protocole pluriprofessionnel, d'un protocole d'organisation avec un IPA, par exemple le suivi du patient atteint d'insuffisance cardiaque systolique stable ou un suivi post-hospitalisation pour décompensation ou inclure vos patients dans une expérimentation article 51. Concernant le dernier indicateur sur la coordination d'un parcours de surpoids ou de l'obésité d'un enfant, il s'agit vraiment là pour cet indicateur d'un accompagnement. Donc, comment toujours même exemple, pratique du sport sur ordonnance. Le médecin comptabilise le nombre de prescriptions réalisées sur une année. La mise en place d'un programme ETP. Par exemple, dans notre région, il y a également l'URPSML qui a mis en place un programme sur l'obésité infantile au niveau des soins primaires. Pourquoi pas la participation également au dispositif Mission Retrouve ton cap, qui se généralise au niveau national, qui est un dispositif financé à 100% par l'assurance maladie, sans avance de frais des parents, qui s'adresse aux enfants âgés de 3 à 12 ans, présentant un risque d'obésité et qui leur permet de bénéficier d'une prise en charge précoce et pluridisciplinaire, donc à travers des bilans faits par les diététiciens et par les psychologues, et également des bilans sur l'activité physique, et s'ensuit également des consultations de suivi. Pourquoi pas, autre exemple, réaliser des ateliers diététiques parents-enfants ou pourquoi pas également mettre en place des actions de prévention avec des acteurs sociaux tels que les mairies, les CCAS. Pourquoi pas réaliser
un circuit où les enfants bénéficieraient d'un circuit découverte d'activités sportives. Et donc, celui-ci, s'il choisit une activité, elle serait gratuite pendant 1 an, ce qui permettrait la pratique d'une activité physique. Et autre exemple, la consultation CSO, et ou au besoin une orientation vers le pédiatre et ou le centre spécialisé en obésité pédiatrique. Donc voilà pour ces 3 nouveaux indicateurs optionnels et les quelques exemples que vous pourriez mettre en place pour répondre à ces indicateurs. Bien, merci Laurine pour cette présentation qui est très précise. On a plusieurs questions dans le chat. Est-ce que les 25 € sont pour le temps, ils incluent le temps du délégué et du délégant, ou est-ce en sus des cotations traditionnelles? Donc on revient sur le... Oui. Alors, ces 25 € sont donc une consultation forfaitaire, donc c'est 25 € par patient. Donc, à ce titre, le médecin généraliste ne doit pas coter à l'acte sa consultation si celui-ci voit le patient en supplément de, par exemple, pharmacien d'officine, infirmier ou masseur kinésithérapeute. C'est vraiment une rémunération globale et forfaitaire. D'accord, qui est ajouté et qui est versé par la CISA aux professionnels. C'est comme pour le forfait équipe vaccination. C'est exactement le même mode de fonctionnement. Donc, c'est une rémunération forfaitaire où on remplit justement ce tableau de reporting qu'on envoie là pour ces protocoles semestriellement. Et donc, le versement est reversé à la CISA de la maison de santé. Et donc, chaque professionnel inclus dans le protocole obtient un financement que chaque professionnel décide d'attribuer. D'accord. Ce tableau de reporting, il est national? Il est national, donc on le retrouve donc sur le site d'Avec Santé au niveau des protocoles de coopération. Il est également présent sur le site de l'ARS Hauts-de-France et on pourra très bien l'envoyer si des participants le demandent. Ok, alors la mission Retrouve ton cap, c'est un programme de l'assurance maladie pour le suivi des jeunes patients de 3 à 12 ans qui a été expérimenté dans les Hauts-de-France ces 2 dernières années et qui va être généralisé à partir de septembre 2022. C'est un programme de suivi des enfants avec un financement pour des bilans diététique, activité physique et psychologique et le financement de plusieurs séances de diète jusqu'à 12 dans l'année pour voilà, diète psy et c'est tout. Alors, comment s'établit la clé de répartition du forfait? C'est au bon vouloir des professionnels de santé qui y participent. En fonction du temps passé, ça peut être une base de fléchage financier. En fait, c'est vraiment l'équipe qui choisit comment attribuer telle somme à tel professionnel. Il n'y a rien qui est imposé. Donc le tableau de reporting, il est en version Excel, hein, donc pas besoin de sortir le crayon et le crayon et d'imprimer pour faire voilà, le reporting des actes de coordination de protocole, quoi. Je ne vois plus de questions. On passe donc à la thématique suivante qui va être présentée par Adeline. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je vais vous présenter deux critères. Je pense que c'est les plus simples à expliquer, donc ça va être très très rapide. En matière de formation des jeunes professionnels, l'avenant complète les dispositions initiales en indiquant qu'un 3e et un 4e stage peuvent être valorisés au sein de la structure. Donc cet avenant prévoit 450 points fixes pour le stage 1 et 2
et 225 points pour le stage 3 et 225 points pour le stage 4. Donc voilà. Cet avenant aussi, parmi les diverses évolutions proposées, développe aussi l'indicateur relatif à la fonction de coordination. Donc tu peux passer à la slide suivante. En termes d'évolution, donc j'ai fait un avant, un après pour mieux comprendre l'évolution tout simplement. Donc on a avant, donc on avait 700 points fixes, aujourd'hui on passe à 1000 points fixes. Ensuite, pour les points variables par tranche de 4000 patients jusqu'à 8000 patients, on est à 1350 points fixes. Aujourd'hui, nous sommes à 1700 points. Concernant les points variables par tranche de 4000 patients au-delà des 8000 patients, avant on était sur 1000 points fixes, aujourd'hui on est sur 1100 points fixes. Concrètement, comment ça se passe ? J'ai fait quelques calculs savants, histoire de pouvoir développer ce critère et montrer la plus-value. Donc, par exemple, si on prend une maison de santé de 4000 patients, on a 1000 points fixes, soit 7000 €, qui s'additionnent à 1700 points variables, étant donné qu'on a atteint la tranche des 4000 patients, donc 11 900 €. Et au total, ce qui nous fait 2700 points, soit 18 900 €. Donc, sachant que les points variables par tranche de 4000 patients au-delà de 8000 patients n'a pas été atteint. Par contre, si on passe sur une maison de santé de 10 000 patients, là, on remplit tous les critères. Donc, dans le sens où on a toujours ces 1000 points fixes qui représentent 7000 €. Ensuite, on a aussi par tranche de 4000 patients jusqu'à 8000, donc deux fois 4000 patients. Donc, les 1700 sont multipliés par 2, ce qui nous donne 3400 points, soit 23 800 €. Et derrière, on a aussi les points variables par tranche de 4000 patients. Donc là, on a atteint les 8000 patients avec les 10 000. Il nous reste 2000 patients à ajouter pour arriver sur les 10 000. Donc, les points variables qui étaient à l'origine de 1100 points sont divisés par 2, soit 550 points, voilà, qui représentent 3 850 €. Au total, on peut, sur une patientèle de 10 000 patients, avoir une valorisation financière de 34 650 €. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution aujourd'hui. On nous demande, Adeline, s'il est possible de revenir à la slide précédente. Oui. Sur les 4000 ? Sur la slide Oui, avant, après. Bon. Voilà. Donc, c'est ce que je disais, on était sur 700 points fixes. C'est surtout là que se joue le gros changement. Quand on dit aujourd'hui, c'est 2023. Hein, 2023, avec là, on est avant, on est toujours dans la période d'avant, tant que le journal officiel n'a pas entériné l'avenant, etc. Hein. Donc, mais bon, aujourd'hui, c'est 2023. Donc oui, pour répondre à la question d'Éléonore, oui, c'est effectivement encore sur la patientèle médecin traitant. Je me permets juste, excuse-moi Adeline, pardon, on essaye tant qu'on peut, on va dire, dans les négociations de valoriser effectivement une file active vraiment au niveau du collectif, mais pour l'instant, ça ne démord pas et on reste là-dessus, mais on pousse un maximum dans ce sens-là en tout cas. Ensuite, après, si vous voulez faire une simulation, il y a la nouvelle calculatrice qui a été diffusée par Avec Santé. Donc, n'hésitez pas à la tester pour voir un peu ce que ça donne en termes de plus-value. Alors, quelle marge de manœuvre tant que ce n'est pas sorti au journal officiel? Il y a beaucoup de changements à prévoir. Eh bien, écoutez, c'est pour ça qu'on a anticipé, qu'on fait ce webinaire pour vous donner les infos, les astuces, les outils et commencer à se préparer parce que voilà, depuis la signature et après les 2 mois d'aller-retour et de période de réserve, il y a 6 mois pour que ça paraisse au journal officiel. Donc, ça nous amène vers novembre 2022, ces 6 mois. Et après, les décrets d'application, généralement, sortent plus ou moins dans la foulée. Donc, ce sera vraiment en janvier 2023 que, il y a toujours une période d'ajustement, mais justement, vous pouvez vous préparer
Ça, c'est pour ça qu'on fait ce webinaire et je pense qu'il y en aura d'autres dans le second semestre, peut-être dans d'autres régions ou via Avec Santé, avec des partenaires institutionnels, quand les lettres réseau seront diffusées auprès de l'assurance maladie. Ouais. Pardonnez-moi, en fait, je me permets de repréciser ma question. Donc, Charlotte Comédé, je représente des maisons de santé, notamment à Sainte-Catherine. Ma question était plutôt, là, ça a été signé, néanmoins, les textes doivent quand même passer doivent être encore relus. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des modifications par rapport à ce qui a été signé? Est-ce qu'on doit s'attendre quand même à ce qu'il y ait des gros changements ou des choses qui ne vont pas du tout passer? Est-ce qu'il faut qu'on soit un peu vigilant? Disons que comme je suis coordinatrice, que je commence pas à dire aux équipes, c'est super, vous allez avoir ça, et que finalement, il y a une désillusion derrière. C'est plutôt ça ma question. Alors non, je pense pas ça a été signé en mars, et après mars, il y a une période d'1 mois où les syndicats ont une période pour faire des changements, justement. Donc, comme vous pouvez le constater, on est en juin, cette période elle est passée. Et après, il y a encore 1 mois où là, c'est l'assurance maladie qui peut revenir sur le texte. Donc, cette période-là, elle est maintenant passée. Donc, a priori, il n'y aura pas de changement dans ce qui a été signé au mois de mars. Maintenant, on peut le dire, visiblement, je ne pense pas qu'il y aura des changements. Une fois que ces 2 mois sont passés, il y a 6 mois pour être publié au journal officiel. Donc, la publication au journal officiel entérine le texte tel qu'il a été signé. Et après, il y a les décrets d'application qui sortent avec justement les ajustements qui peuvent être apportés, par exemple, sur les critères qu'il faudra fournir. Est-ce qu'un référent qualité c'est noté dans le texte, un référent qualité doit être quelqu'un qui fait du soin. Voilà, pourquoi le coordinateur ne pourrait pas être ce référent qualité-là parce qu'il est dans l'équipe de soins, même s'il ne pratique pas le soin, alors que lui est formé via la formation Pacte à la démarche qualité. C'est tout ce genre d'ajustements, aussi même pour les plans de gestion sanitaire. Il y aura sans doute, via les réseaux de l'assurance maladie, des outils qui seront fournis aussi à ce moment-là, au moment des décrets d'application, pour aider les équipes à remplir les critères et à donner des éléments de preuve et des éléments justificatifs qui auront une forme adaptée à ce que demande l'assurance maladie. Voilà, donc le texte devrait pas, voilà, il n'y aura pas de changement. Vous pouvez commencer à communiquer auprès de votre équipe, auprès de vos professionnels. Alors, bah oui, comme le disait Charles, hein, on est encore sur la patientèle, le médecin traitant, et quand ce sera voilà. Ah oui, ce qui n'est pas précisé, c'est que vous avez vu que Adeline vous a fait des comptes d'apothicaire en fonction d'une patientèle de 10 000 patients. Il y a la calculette, la fameuse calculette qui a été faite en partenariat entre la Forms, Avec Santé, la fédération avec Nouvelle-Aquitaine. Voilà, d'ailleurs, Charles nous la partage. Elle a été communiquée la semaine dernière et puis vous pouvez la retrouver. C'est un outil vraiment très intéressant à diffuser dans vos équipes pour aussi anticiper et à faire des projections sur votre budget de l'année prochaine, quoi. Voilà, merci Charles qui partage dans le chat la calculette un peu plus haut. En effet, bravo à Avec Santé pour avoir négocié ces nouvelles missions, mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'il reste encore un point et il nous reste 8 minutes. Donc, on enchaîne sur la suite. On n'oublie pas, on l'oublie trop souvent, les usagers. Alors, on sait que pourtant, ça nous tient à cœur et Avec Santé, ça vous tient à cœur. Je me souviens de ce fameux guide de l'implication des usagers qui a été sorti il y a un moment par la Fédération Bourgogne-Franche-Comté, le guide de la participation en soins de proximité, magnifique. Je l'ai là, je l'ai en version papier. Eh bien, il y a l'indicateur ACI. Beaucoup d'équipes se contentaient de faire un questionnaire pour recueillir la satisfaction ou l'insatisfaction des usagers. Ne l'oublions pas. Je vois que Charles a levé la main. Vas-y, Charles, j'autorise à ce que tu me coupes. Vas-y.
Ça marche. C'était pour répondre à la question, c'est pour ça que je ne voulais pas te couper directement. La question de Jean-Marie Nougared, parce que ça concerne tout le monde. Au niveau du point, en fait, on n'aura pas de revalorisation. Je pense que c'est comme pour la consultation médecin traitant. La CNAM, enfin la DGES, tout le monde est vraiment sur une logique où on va plutôt ajouter des missions, mettre en valeur plus ce que vous faites déjà actuellement, rendre visible, entre guillemets, votre quotidien, et le valoriser pécuniairement, ou en tout cas par des points, mais la valeur du point ne risque pas de changer. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, je reviens à, voilà, maintenant ce que nous propose l'avenant 1 de la CIDMSP, c'est pour la consultation des usagers via un questionnaire ou alors des outils pour les informer, les sensibiliser et aussi recueillir leur avis, leur satisfaction et leur insatisfaction, mais aussi leurs besoins. Ça nous apporte, ça apporte aux équipes 200 points fixes. Voilà, ça peut se faire via un questionnaire de satisfaction, un sondage, une boîte à idées dans les salles d'attente pour recueillir l'avis des usagers. Et nouveau, avec l'avenant 1, le niveau 2, la mise en place d'outils et d'actions visant à la co-construction, au partenariat, à la codécision entre la structure et les usagers. Voilà, 300 points variables en fonction de la patientèle. Ça peut être la création d'un référent usager de la maison de santé ou d'un comité des usagers, ou même la présence d'un médiateur dans la maison de santé. Voilà, 300 points variables, c'est intéressant. Qu'est-ce que nous, on vous propose pour vous aider à mettre en place et à réaliser ce nouvel indicateur, cet indicateur augmenté? Eh bien, on vous propose un questionnaire type qui a été coélaboré par notre fédération régionale des structures d'exercice coordonné, mais aussi avec l'Agence régionale de santé, France Asso Santé et l'assurance maladie. Un questionnaire type qu'on fournira à nos équipes. Si elles n'en ont pas, elles peuvent l'utiliser, et si elles en ont déjà un, elles verront. On a essayé d'oublier aucun item pour interroger les usagers. Et le petit plus qu'on met en place pour vous aider à atteindre le niveau 2, dans les équipes qui ont déjà un niveau de maturité assez avancé et qui sont déjà au-delà du questionnaire et qui ont déjà tiré les enseignements de ce qui a pu être formulé par les usagers, on propose avec France Asso Santé d'aller animer, réaliser un focus group auprès des usagers. Comme ça, c'est un partenaire extérieur, à savoir l'association France Asso Santé Hauts-de-France et la FEMAS, qui viennent animer ce focus group qui permet, comme on n'est pas professionnel de santé de la maison de santé, de libérer la parole et puis d'améliorer un petit peu ce que peuvent dire les usagers. On recueille le tout et après on en fait une synthèse et on le diffuse à la fois aux usagers pour leur dire voilà à quoi a servi ce focus group, et on le diffuse aux professionnels de santé. Et l'objectif en filigrane de ce focus group, c'est de permettre de favoriser l'émergence d'un groupe usagé dans la maison de santé. Voilà, donc on les laisse discuter, on les écoute, on relance quand il faut relancer, on parle de tout, sans tabou, et si ça peut permettre derrière à ce que les usagers embrayent sur une dynamique offerte pour discuter avec les professionnels, mieux connaître les services de la maison de santé et aussi s'impliquer dans un comité d'usagers, pourquoi pas. Et puis pour la maison de santé, c'est tout bénef parce que ça permet de remplir le niveau 2. Est-ce que vous avez des... Alors, le questionnaire, il est pour l'instant régional, mais on le diffusera, on va le diffuser avec Santé, et puis il pourra peut-être devenir national. Je peux même vous le partager dans le chat là tout de suite parce que vous avez fait l'effort d'être avec nous depuis 1 heure et que vous nous avez supporté. Donc, je vais vous le partager. Ce sera votre cadeau de conclusion pour le webinaire. Voilà, il est où ce questionnaire? Il est ici. Hop. Paf.
Et voilà, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Bien sûr, on a pris déjà vos questions qui sont restées en suspens, pour lesquelles on n'a pas forcément de réponse parce qu'elles ont des aspects plus institutionnels. On a pris vos adresses mail pour diffuser. Oui, une question, j'écoute. Oui, tu as des questions sur le chat, Sylvain. Vas-y. Alors, est-ce qu'il est prévu un dédommagement pour les usagers, une forme de reconnaissance? Très bonne question. Ça, c'est. Imaginons que vous remplissiez le niveau 2. Pourquoi pas? Pourquoi la CISA n'indemniserait-elle pas les usagers pour la participation dans le comité usager? Pourquoi pas? Ensuite, tu as une autre question. Un référent ou un médiateur pour parler de quoi? Y a-t-il un contenu spécifique? Un contenu spécifique, ouais, un contenu spécifique, bah, un référent des usagers pour parler de quoi? Bah, pour déjà donner l'avis des usagers auprès des professionnels de santé, pour participer, pour être au courant de ce qui se fait dans la maison de santé. Et c'est toujours un avantage d'avoir quelqu'un qui représente les usagers et qui vient donner l'avis de ceux qui fréquentent la maison de santé quand on est voilà, soignant dans l'empathie, dans l'écoute, dans ce qui se passe. C'est aussi intéressant de recueillir l'expérience usagée. Pourquoi pas pour créer de nouvelles choses, des nouveaux services, mais aussi pour voir ce qui se fait de bien et ce qui reste à améliorer dans la maison de santé. Les temps d'attente, je ne sais pas, même l'avis sur ce qui se passe dans les salles d'attente, voilà, sur les affichages, sur les écrans. L'usager qui vient et qui fréquente la maison de santé, il a son mot à dire pour tout et pour rien. Après, si vous lui laissez pas de place, il la prendra pas, mais si vous lui laissez une place, c'est sûr et certain qu'il va la prendre. Les raisons, les objectifs, c'est aux usagers même de les formuler. Alors, est-ce que tu peux envoyer le questionnaire, s'il te plaît? On a beaucoup de demandes là-dessus. Et ensuite, on a une question aussi. Ce serait bien de savoir comment on peut indemniser des non-libéraux qui ne peuvent éditer de factures. Absolument, c'est une bonne question qui reste en suspens et donc tout reste à créer à ce niveau-là, quoi. En effet. Et ensuite, bonjour, est-ce qu'il y a une nouveauté pour la labellisation des systèmes d'information? C'est une bonne question. C'est une très bonne question dont je n'ai pas la réponse, mais que je garde et il faudra la poser à l'agence du numérique en santé, l'ANS, pour savoir ce qu'il en est et quelles articulations entre la ZIP. Je sais que voilà, les Ségur de la santé amènent beaucoup de nouvelles fonctionnalités au niveau des systèmes d'information, fonctionnalités qui sont censées être financées dans le cadre du Ségur, hein, notamment l'interaction de votre système d'information avec mon espace santé, l'interaction directe et l'implémentation des données de vos dossiers patients dans mon espace santé. Tout ça reste bien évidemment consolidé et à voir et en espérant que ce ne soit pas les équipes qui payent la facture auprès des éditeurs. Pour ce qui est de la labellisation, c'est une démarche qui est assez complexe et laborieuse et qui se fait auprès de la ZIP. Certains veulent mettre la charrue avant les bœufs et commencent à vendre leur logiciel avant d'être labellisés. Soyez vigilants parce que c'est quand même un des critères socles de l'ACI qui vous apporte pas mal de dotations. Bon, merci à tous et à tout le monde d'avoir participé. On a un taux de maintien des présents. On a culminé à 76 présents et là, on est encore à 64 1h30 après. Donc, c'est super. Merci à vous. Vous retrouverez tout ça. On se tient, on s'appelle, on se dit quoi, comme on dit dans les Hauts-de-France. Eh bien, on se tient au courant et puis on diffuse tout via le réseau Avec Santé et aussi dans les Hauts-de-France. Merci à tout le monde, merci à l'équipe, merci à Mélissa de nous avoir fait la communication en direct et à très bientôt.